Question très classique concernant la Haggadah, que toutes les mitzvot, elles doivent être faites le jour, éventuellement la nuit, ou pas du tout la nuit. Mais on n'a jamais vu d'exemple où la mitzvah ne concerne que la nuit, comme la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte, qui n'existe que la nuit. Même la Megillat Esther, on l'a fait le jour, et il y a l'obligation de la dire aussi la nuit. Mais ici, tout est réservé pour la nuit. Comme le souligne le Gaon, Ma nishtana halayla hazeh, pas laïla azot comme ça devrait être, laïla au féminin, mais laïla hazeh, cette laïla féminine qui est devenue masculine, ma nishtana. Elle est nishtana en ma. Ma, c'est 45, comme Adam. Cette nuit est devenue masculine. C'est elle qui occupe le devant de la scène. Et c'est la vedette de la soirée, vedette exclusive. Alors que le man tizkor et yom tzetra meret vitraim kol yomechayecha, yomechayamim kol yomechayecha alelot. Que le récit de la sortie d'Égypte qui doit être fait le jour, mais le col introduirait éventuellement de le rajouter également la nuit. Et ici, pas de trace du jour. Ou bien, Amarabi Abba, Daftet dans Brachot, Kulam, Kulam Modim, Shenigalu, Lonigalu et Belaïla, ou Shilalu Yotsu et la Yom. Tout le monde est bien d'accord que leur libération a eu lieu la nuit, et que la sortie effective a eu lieu le jour, mais de ça, pas de trace dans cette soirée du Seder. Bien aussi, le Shla Kadosh, Ayum Saprim Kol Oto Halayla, ils étaient Messaper, non seulement ils racontaient la sortie d'Égypte, Messaper, Sipour, mais ils faisaient le récit de la sortie d'Égypte, mais Ayum Saprim, ils éclairaient comme le saphir, Kol Oto Halayla, cette nuit également au masculin. Les Chachamim à Bnei Brak éclairaient de la nuit, ils en faisaient comme en plein jour, jusqu'à ce que les Talmidim arrivent et leur dire Higia Kriyat Shema Shel Shachrit. Comme si on dit, mais c'est tellement clair que le jour se lève, il y a déjà l'obligation de Kriyat Shema du matin. Quoi qu'il en soit, pourquoi donc s'interroge-t-on, on a réservé une soirée à la nuit, une mitzvah exclusive pour la nuit, dont le jour est complètement exclu. On pourrait nous dire, c'est peut-être parce que dans l'histoire de Yetzit Mitzrayim, il y avait effectivement un triomphe du féminin, le côté féminin, Nashim Sheboto Dor, Nigalou Bisrout Nashim Sheboto Dor, Atzat Kanyot Sheboto Dor, Nigalou Mitzrayim. Sota Yud Aleph Amud Bet, par le mérite de ces femmes méritantes de cette génération, ils ont été sauvés d'Égypte. Dès le départ, on nous raconte que lorsque Paro a commencé à publier ses édits, Kolaben Hailodai Orat Ashlichu, on jettera tout enfant mâle dans le Nil. Amram, qui était le grand de la génération, a donné un guet, un acte de divorce à sa femme, pour ne plus avoir d'enfant avec elle. Est venue Myriam et lui a dit, mais papa, tu es pire encore que Paro. D'abord, parce que Paro n'a décidé que de tuer les garçons et toi, tu condamnes également les filles. Ensuite, parce que Paro, s'il décide quelque chose, on peut tous essayer de contourner et de désobéir à sa parole, alors que toi, étant donné que tu es le gadolador, tout le monde va prendre exemple sur toi et cesser d'avoir des relations avec sa femme. Également que Paro, s'il tue les enfants, des enfants qui sont venus au monde, ils ont déjà chelek l'olam haba, alors que toi tu les empêches même de venir dans ce monde
et donc tu les empêches d'accéder, même par leur simple venue déjà au monde, à Olam Haba. Quoi qu'il en soit, c'est bien Myriam qui est à la base de la naissance du futur libérateur d'Israël. De même, le travail des sages-femmes. Les sages-femmes n'ont pas obéi aux injonctions de Paro, non seulement à ce qu'il leur disait à titre personnel, Diber Elehem, il leur a parlé, il s'est adressé à elles personnellement, c'est-à-dire il a essayé, dit la Gemara, de les séduire, et elles ont fait la sourde oreille devant cela, mais devant l'ordre qui était de de tuer les garçons, elles ont désobéi, et bien au contraire, non seulement elles ont mis les garçons au monde, mais elles faisaient tout pour après se soucier que ces enfants puissent vivre et être nourris pour pouvoir se développer. Ensuite également, le zrout de Senachim Tzadkaniot, ce mérite grâce auquel on a été sauvé, c'est que les femmes, lorsque les hommes étaient fourbus et harassés de leur travail incessant pendant la journée, ils arrivaient sans aucune force, sans aucune énergie, sans aucun désir de vivre, et les femmes essayaient d'éveiller leur désir pour arriver à s'unir à eux et à avoir des enfants. Donc on voit qu'effectivement, sur toute la ligne, les femmes ont été exceptionnelles. Est-ce qu'on va dire pour autant qu'on est ici en train, en accordant le monopole de cette soirée à la nuit, au côté féminin, au côté normalement passif, on est en train de donner comme un lot de consolation aux femmes, que bien que les hommes sont toujours sur le devant de la scène, alors ici, une consolation en Égypte, c'est grâce aux femmes, à Hanouka, c'est grâce aux femmes, c'est comme jeter un os au chien, comme ça pour le consoler, une espèce de prix de consolation de ne pas avoir un beau rôle. C'est absolument pas dans la mentalité de la Torah de commencer à imaginer dans un couple une espèce de concurrence, qui en fait le plus, qui est le plus important. C'est absolument une problématique étrangère à la Torah. Mais il faudrait plutôt remarquer que quand on parle ici Bishrout, Nashim Tzadkaniot Shebeotodor, les femmes exceptionnelles de cette génération, on ne rencontre pas une expression pareille pour les hommes. On ne dit pas les hommes exceptionnels de la génération. On parle de tzadikim, c'est-à-dire sur le plan individuel, les hommes, il y a eu des tzadikim qui ont sauvé leur génération. Je ne sais pas, par exemple, Daniel, Mishaël Azaria, Hanan Azaria, il y a eu Rabbi et les Chachamim, il y a eu Shimon HaTzadik, les Hashmonaïm, il y a eu des hommes tzadikim qui ont sauvé la génération, mais on ne parle jamais des hommes tzadikim, dans une espèce de façon collective de rassembler les hommes, comme on parle Nashim Tzadkaniot Shebotodor, comme on rencontrera également à Hanouka, la notion des femmes tzadkaniot, pas individuellement, mais collectivement. Aussi quelque chose qui va dans le même sens, quand on dit que Arbaim Yom Lifne Yitzirat Avlad, que 40 jours avant la formation de l'enfant, il est décrété Bat Ploni le Ploni. Une des choses qui est décrétée, c'est la fille d'un tel pour un tel. Le Maharsha s'interroge, pourquoi ne dit-on pas une telle pour un tel? Alors il répond Bat Ploni parce qu'en général, la femme est plus jeune que l'homme, donc au moment où l'homme va être créé, on ne peut lui accorder que Bat Ploni, une femme qui n'est là que c'est la femme à venir d'un tel qui sera, qui l'y soira. Bon, à part que c'est un commentaire de très peu de profondeur, et puis il y a des cas tout de même où les femmes sont plus âgées que les hommes. Je pense que c'est tout à fait autre chose qu'on dit. Un homme est dénommé par son nom, Ploni, c'est un tel. Il a un travail individuel. Il peut être sadique par son travail individuel, sa réalisation individuelle.
une femme c'est une bat ploni, c'est-à-dire elle est porteuse de, elle porte quelque chose et elle vient comme euh, réceptacle de tout le passé de la tradition familiale, de tout le passé de l'acquis de la famille, c'est la femme qui le possède, et un homme, il n'épouse pas une individualité, il épouse avant tout une bat-plonie, la femme qui est le résultat, le résiduel, la résultante du travail de telle et telle famille. D'ailleurs, on dira la femme, elle est Isha Nivnet Otsar, une femme, même d'une façon, dans son anatomie, est construite pour recevoir l'enfant, mais c'est certainement pas uniquement une réalité anatomique, mais c'est également fonction du féminin d'être celui qui reçoit, celui qui a le souci de la transmission, celui qui est porteur des résultats. Comme on dit que David Ameller a pris ce décret, ou l'a repris ce décret d'Avram Avinu, que les gens qui partaient à la guerre partageaient pour moitié leur mérite, leur butin, avec ceux qui avaient le souci de conserver l'acquis. Il y a une fonction du combattant, une fonction guerrière, une fonction masculine de conquérir des territoires nouveaux, et il y a la fonction tout aussi importante et dont le mérite est équivalent de conserver l'acquis et d'avoir le souci de l'acquis. On pourrait dire que la femme, elle est construite comme l'entrepôt, comme le stockage, comme le lieu où porteur du résultat de l'histoire, alors que l'homme, c'est celui qui est le guerrier et qui avance dans l'histoire et qui conquiert de nouveaux territoires. Donc, je dirais, on ne va pas faire une comparaison entre le mérite des femmes et le mérite des hommes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce qu'on veut souligner par là, c'est que la soirée du Seder est une soirée qui oriente les choses sur le point de vue féminin ou sur le plan féminin des choses et non pas masculin. Je vais essayer de m'expliquer. Il y a un point très curieux, je trouve, dans la Haggadah, dans le récit de la Haggadah, c'est que le Maguid, le récit de l'histoire, est basé sur les 4 psukim que l'on cite dans Parashat Ki Tavo, que Vaya Ki Tavo et la Haaretz, le début de la paracha, lorsque tu recueilleras les prémices de la récolte de la terre promise, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך אשר ימשוך שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, tu t'adresseras au Kohen en fonction à ce moment-là, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי. Je raconte en ce jour à Hachem que je suis arrivé dans la terre qu'il a promis à nos ancêtres. L'histoire juive, qui est par ailleurs tellement marquée par des événements tragiques, des pogroms, des massacres, des spoliations, des expulsions, et j'en passe à longueur de temps, en vérité, fondamentalement, il y a une ligne de cette histoire où il y a une promesse et des réalisations. Et cette promesse et ces réalisations est rapportée dans le début de Ki Tavo, quand enfin tu arrives dans ce pays, quand enfin ce pays produit quelque chose, alors là tu jettes un regard rétrospectif sur ton histoire. Vanita vamarta lifne Hashem Elokecha, quand tu donneras le panier des prémices au Kohen, tu t'exprimeras en disant Arami Oved Avi, Vayeren Mitzrama Vagor Sham Bimtema Adveisham le Goy Gadol Atsubarav. Tu diras, tu élèveras la voix pour dire l'araméen a cherché à perdre mon père, il est descendu d'Égypte, il a séjourné là-bas,
peu nombreux. Il est devenu là-bas un pays puissant, etc. Ensuite, les Égyptiens se dressent contre nous. Vanitsak el Hashem Eloke Avoteinu. On a crié vers Hashem qui a entendu notre voix. Et Vayotzinu Hashem Mitzrayim Biat Chazaka Vizrontuya. Bon, et Hashem nous a fait sortir d'Égypte. Et quelque chose d'extrêmement curieux, c'est que le récit de la Haggadah est essentiellement basé sur le commentaire de ces 4 versets. Oui. Regarde un peu ce que Lavan a fait à Abraham, à Yaakov, notre ancêtre, car Paro, en vérité, ne s'est attaqué qu'au mal, alors que Lavan voulait extirper tout le peuple. Chez les Mar, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayim, Vegorsham, Bimtebat. On est en train de reprendre ces psukim de Parashat Bikurim, début de Kitavo, et donc on les apporte, et d'une façon très étonnante, on reprend pasouk après pasouk. Vayered Mitzrayim, il est descendu en Égypte, Anus al Piadivour, contraint par le décret divin. Vayagor Sham, il est venu là-bas seulement pour séjourner. Chez le Yarad Yaakov Avinu l'Ishtakea de Mitzrayim. Et là, la Gour Sham, ils sont venus qu'à cause des événements de la famine qui devaient être passagères, juste le temps de la famine. Et Bimtemaat, comme c'est marqué, seulement 70 personnes. Et à présent, Hachem t'a rendu nombreux comme les étoiles du ciel. Vaisham le Goy Gadol, il est devenu un grand peuple. Ça veut dire que c'était d'un peuple qui a été visible là-bas. Gadol, Atsum, Atsum, etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est en train de rapporter des preuves dans la Haggadah de ce qui est raconté dans la Torah. Étonnant. L'histoire de Shemot, le déroulement des événements dans Parshat Shemot, sert à commenter ce qui est raconté dans l'histoire d'Arami Ovedavi. En vérité, en 4 psukim, on a tout dit. On a parlé du passé, de l'origine, de l'Égypte. Ils sont venus peu nombreux, ils sont devenus puissants, les Égyptiens se sont attaqués à eux, ils ont crié vers Hachem, Hachem a entendu leur voix, et les a sauvés d'une main puissante et d'un bras étendu. Ça y est, tout est dit. Et non, ça ne suffisait pas, on est en train de reprendre. Qu'est-ce qu'il veut? La Torah voudrait quoi? Apporter des preuves pour la Torah? De quoi s'agit-il? C'est quelque chose de très, très étonnant. Mais, en vérité, on pourrait dire la chose suivante. Que le récit du propriétaire qui apporte les prémices est un récit très particulier. D'abord, il faut remarquer Higadti Hayom. Je raconte aujourd'hui. Tiens donc, le terme de Haggadah, qu'en général, on va chercher dans Vegatta le Vimcha Bayomaou, le Ben Sheenu et Deleshon, cet enfant qui ne s'est pas interrogé, c'est marqué Vigatta, tu raconteras cet enfant, comme la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte et ressort de ce verset, qui s'appelle Vigatta le Vimcha, on aurait appelé ça la Haggadah. Mais en vérité, on aurait peut-être une autre façon d'expliquer le terme de Haggadah, Higadeti Hayom, que le canevas de l'histoire de l'Égypte est déjà annoncé par Higadti, par cette Haggadah du propriétaire des Bikurim. Et ce propriétaire des Bikurim, en vérité, nous donne une image très différente de celle que l'on peut avoir quand on se contente du récit événementiel tel qu'il est rapporté dans Parshat Shemot. En effet, on fait remonter les choses très curieusement à Lavan. Oui, quand on regarde dans une perspective historique,
On dit ce peuple est un peuple mort-né, un peuple qui aurait dû périr dans l'œuf. Parce que l'histoire du paro, c'est seulement s'attaquer au mal, c'est-à-dire aux porteurs de l'identité, à ceux qui représentent un danger pour le pouvoir égyptien. Il ne s'est pas attaqué à la dimension juive. Alors que Lavan, Bikesh Lakor et Akol, oui, Arami Oved Avi, au présent qu'il plus est, au présent Oved, pas Avad, pas il a perdu. Oved, c'est une réalité de Lavan de constamment, au présent, de chercher à faire disparaître la trace, empêcher ce peuple même, lui qui est très étonnamment le père de tout le côté féminin du peuple juif, des Arba Imaot, pas des Arba Imaot, des Arba Imaot des 12 tribus, des 4 mères, Rachel, Léa, Bila et Zilpa, les 4 mères des 12 tribus sont du côté de Lavan. Lavan, c'est le père du côté féminin. C'est lui, et on parle de ses filles, on parle de ses petits-enfants. Et Bikesh Lakor et Akol. Et sa haine de Yaakov est tellement totale, alors qu'il ne doit que de la reconnaissance à un Yaakov qui l'a rendu riche, qui lui a apporté une bracha dès lors qu'il est arrivé chez lui. Et ce Lavan qui doit tellement de reconnaissance à Yaakov, par ailleurs, il essaye comme une mère possessive, à garder l'enfant, à faire périr l'enfant, à empêcher tout développement de l'enfant qu'il veut garder, cette mère ultra possessive, cette Yiddish Mame, la vraie Yiddish Mame de l'histoire juive, la véritable Yiddish Mame, je dirais que c'est Lavan. C'est le père du côté maternel du peuple juif qui essaye absolument d'empêcher le développement du poussin. Et c'est là-dessus que commence le récit. Le récit, il ne faut pas le chercher dans un récit historique réduit à sa partie de Shemot, raconté dans la paracha de Shemot et les suivantes, mais c'est dans une perspective où le peuple juif est vu comme une impossibilité, comme un intrus. Le peuple juif, dès sa naissance, dès l'état embryonnaire du peuple juif, en vérité n'a pas place de monde. C'est un intrus dans l'histoire du monde. Et quand bien même il est arrivé après en Égypte, il n'est pas du tout arrivé pour s'établir. C'est un accident. Anous al-Piadibour. Ça a été le destin qu'il a forcé, qui a pris les décisions pour lui. Alors, d'un certain côté, quand une extraordinaire perspective qui est racontée dans Parshat Kitavo, c'est de voir ce peuple impossible, qui n'a pas de place au monde, cette espèce d'intrus dans l'histoire du monde. C'est comme ça qu'il faut voir l'histoire du peuple juif. C'est un regard tout à fait nouveau sur le peuple juif, comme n'ayant pas sa place au monde, comme venant déranger les équilibres du monde. Et ce peuple juif, même ce qui arrive avec lui, on voit bien qu'il y a une volonté supérieure qui est en train de manipuler les choses. Il est arrivé en Égypte sans aucun désir de s'établir en Égypte, c'est juste les circonstances, la famine qui l'a amené là. Et il avait l'intention, la gourba aretzban ou velolishtakea, pas pour s'établir, juste. Et en vérité, ils se sont établis là, c'est là que tout le peuple juif est né. Et en vérité, là-dedans, ce peuple qui n'en était pas un quand il est rentré en Égypte, il était à la limite du peuple, il était à 69,5 quand il est rentré en Égypte, va devenir le peuple que nous se multiplie à l'extrême, va perdre toute son identité précédente, va être rejeté complètement par le peuple. Et toute cette histoire, elle continue. Cette histoire de Lavan, enfin des Bikurim, continue au-delà même de la sortie d'Égypte pour amener la finalité de cette création de ce peuple, de l'amener en Eretz. Et la réussite ultime, c'est qu'enfin, on a hérité d'une terre et on a produit les fruits de la terre qu'on vient apporter avec reconnaissance à Hachem. Une vision qui est ce qu'on appelle la Haggadah, c'est-à-dire une vision qui n'est pas événementielle, qui n'est pas la vision historique, à proprement parler, mais c'est une histoire dans une perspective à long terme. Il y a une façon de raconter
une histoire suivant les événements. Autrefois, quand on racontait l'histoire de France, l'habitude de raconter, où les points essentiels, c'était les batailles, c'était les dates, c'était des moments importants, mais en vérité, il y a quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. La vision plus moderne de l'histoire, la lecture plus moderne de l'histoire, c'est de voir une question de civilisation, c'est de voir des mouvements de fond, des vagues de fond qui transportent toute l'histoire. Je crois que le succès extrêmement important des Sept Samouraïs, le film japonais qui a été un véritable tremblement de terre dans le monde occidental, ce film-là, en vérité, à part la surprise qu'on a eue qu'il existait une civilisation ailleurs que chez les Occidentaux qui s'imaginent toujours les propriétaires et ceux qui maîtrisent le sens, très étonnant de le découvrir, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre, dans cette histoire, c'est que cette histoire, c'est l'histoire d'une ville en but à des attaques et des invasions de pillards à longueur de temps, et qui paye des samouraïs, c'est des guerriers très affûtés, très courageux, très capables et aguerris pour lutter contre l'envahisseur. Et on voit que ces guerriers-là sont en train d'apprendre le métier des armes à la population de paysans, et plusieurs de ces héros périssent dans la défense du village. Et d'une façon extraordinaire, la fin pratiquement du film, c'est qu'un de ces guerriers, il décide de s'établir dans ce village et il dit que finalement, c'est le paysan, je ne me souviens plus des mots, mais c'est le paysan finalement qui est le vainqueur de l'histoire. Il y a eu comme ça, je crois, un tremblement de terre dans la prise de conscience qui, pour nous, était une histoire de récit avec du sang, de la fureur, des batailles, une histoire absolument terrible, et de dire, tu vois, ces paysans qui ont l'air toujours les malheureux en but à toutes les invasions, à tous les pillages, qui ont toujours été les victimes, mais c'est en vérité eux qui portent la vérité de l'histoire. Les guerriers finissent par périr, mais c'est la terre qui aura le mot ultime. Et ça, pour moi, c'est comme une révolution dans la conscience de dire que ce n'est pas le récit de la parashat Shmot, qui est le récit des événements qui nous intéresse, mais une Haggadah qui regarde les choses dans une perspective à long terme, qui est retirée, qui a un recul par rapport à l'immédiateté, et qui va déjà chercher les prémices de cette histoire dans l'Avad, dans une haine, dans le fait qu'il n'y a pas de place pour le peuple juif, et qui va aboutir à la finalité où finalement les Bnei Israël réalisent la promesse d'Hachem de posséder une terre et d'en apporter les prémices. Et cette lecture-là, ça c'est la lecture extraordinaire le même récit que celui de la sortie d'Égypte, mais je dirais dans une perspective féminine, c'est-à-dire non pas la perspective du guerrier, de celui qui vit les conquêtes au présent, mais de celui qui est porteur d'un sens dont lui-même n'est pas toujours conscient. Regardez, dès Amram, en dépit de ce qu'il était le Gadolador, c'est donc le récit dans Sota Yudbet, Amoud Aleph, le récit du dialogue entre une fille et son père, quand Amram voit les décrets de Paro de jeter les enfants mâles dans le Nil, il se sépare de sa femme. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire n'a pas de sens. C'est fini, il y a une impasse, on ne fait pas des enfants à Auschwitz. C'est-à-dire que l'homme, quand il est impuissant de jouer son rôle, de conquérir, de se battre dans l'histoire pour faire sa place, dépose les armes. L'histoire est finie pour lui. Vient la fille, et elle lui parle un langage féminin. Elle lui parle un langage féminin
C'est-à-dire, non, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une dimension de la vie qui dépasse largement ce côté, cette façon masculine et guerrière de voir les choses. Toi, tu es impuissant, mais c'est pas vrai. L'histoire n'est pas terminée. De même, les sages-femmes, Vatrayena et Taïladim, non seulement elles n'obéissent pas à Paro, mais positivement, ils font vivre les enfants. C'est le triomphe de la vie qui triomphe de l'histoire et de la brutalité de Paro. De même, ces femmes qui créent le désir chez leur mari, qui n'en peuvent mais, qui ont fini, qui ont abdiqué, Donc cette histoire, je dis, c'est pas pour dire que le mérite des femmes était supérieur à celui des hommes. On ne fait pas des classements et les couples ne sont pas des éléments dans lesquels l'un doit l'emporter sur l'autre. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit, mais que la perspective féminine qui parle de la vie, qui est un regard sur le long terme, qui balaye l'histoire, qui va, si on veut, c'est un pied de nez à l'histoire que les Bnei Israël, dont toute l'histoire va démarrer de l'Égypte, ne sont venus que d'une façon anus al piadibour, bilemat. Et derrière ce récit-là qui semble très accidentel, on avait aucun rôle à jouer, tout, on voit ce peuple qui se met en place. On voit ce peuple qui est en train de prendre de la dimension. C'est quelque chose d'absolument époustouflant, ce regard, si on veut, qui est féminin. Je dirais plus que cela. Le paro, lo bikesh, lo ratza lakor el azrarim, le paro ne s'est attaqué au Komal, c'est-à-dire, lui, ce qui l'intéresse, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui l'intéresse, c'est de s'attaquer à la menace que commence à représenter le nombre de juifs. C'est ça son regard à lui, n'est-ce pas? Bien. Et en vérité, il a parfaitement réussi. Il a réussi parfaitement, c'est-à-dire que tout le contenu identitaire du peuple juif a disparu. Quand on dit qu'ils sont arrivés à Memtet Sharetuma, que le peuple est arrivé au fin fond de l'impureté, c'est le triomphe du projet de Paro. Il est arrivé à réduire ce peuple à néant, à lui enlever toute identité, sauf que il n'est pas arrivé au degré 50. Nous, on imagine parfois que 50, c'est ce qui suit 49. Comme ils sont arrivés au 49e Sharatouma, il y en a encore un peu plus. De peu, s'ils étaient restés encore un peu plus longtemps en Égypte, ça en serait fini. Peut-être c'est vrai de raconter les choses comme ça, mais fondamentalement, c'est autre chose dont il s'agit. C'est que 50 n'est jamais aux mains de l'homme. 50 est une dimension qui dépasse la réalisation humaine. Comme on compte l'Homère, on compte 49. Mais ces 49 ne sont qu'un préparatif à un 50 qui est une dimension qui nous dépasse. Et la même façon ici, il n'y a pas de contenu, il n'y a plus de contenu positif à l'identité juive, sauf que Bisrout Sheloshinu et Shemam, Malbushem et Loshonam, ils ne se sont pas mélangés aux autres, ils n'ont pas changé d'habit, ils n'ont pas changé de langue, ils n'ont pas changé leur nom. Mais je dis, à quoi bon? À quoi bon refuser le mariage mixte puisqu'on est goy? Si le peuple juif est devenu dans sa réalité la proie des médias égyptiens, il est devenu un homme de la culture égyptienne. Alors pourquoi ne pas faire des mariages? Pourquoi changer, tenir à son nom? Pourquoi tenir à sa langue? Qu'est-ce qu'il y a à tenir? Quoi, c'est un racisme à l'état le plus caricatural de rejeter quelque chose alors qu'on fait tes goy. Tu es égyptien et tu ne veux pas être égyptien. Mais en vérité, c'est autre chose dont il s'agit. C'est que quel que soit le degré d'assimilation, il y a une dimension dont on est porteur, malgré nous,
Et c'est cette conscience de quelque chose dont on est porteur, dont on serait bien incapable de mettre des mots là-dessus. On serait totalement incapable de définir, mais c'est quoi être juif? Mais c'est pas être goy, il y a quelque chose, on est porteur de quelque chose. C'est ça les 50e Charatouma, c'est pas un peu plus d'assimilation encore, non, c'est tout à fait autre chose. C'est la source même de la dimension juive, c'est le 50. C'est ce que je dirais que les femmes sont porteuses. Les 49 laissent ça pour les hommes. Laissent les constructeurs construire au présent, c'est le travail des hommes. Mais ce refus de plier devant le présent, d'accorder l'exclusivité du sens au présent, de dire qu'il y a une dimension dont on est porteur, même si on ne saura même plus mettre des mots là-dessus, ça, c'est la fonction féminine qui est en train de la porter. Je voudrais aussi dire que une troisième origine possible du nom de Haggadah, j'irai la chercher dans le verset de Tilim Yutet. Yom le Yom Yabia Omer, Velaila le Laila Yechave Da'at. Le jour s'exprime, s'adresse au jour, alors que la nuit parle de la profondeur, de la connaissance. Chava. Chava, Yechave, c'est l'élément féminin. Le jour s'adresse au jour. Le langage du jour, c'est Imbarur lecha davar kashemesh. C'est la clarté, c'est l'évidence, c'est la construction rationnelle des choses. Ça, c'est un langage masculin. C'est un langage de chokhma. La nuit, laïla le laïa yechave da'at. C'est pas de la chokhma. Il y a quelque chose qui passe dans ce dialogue de la nuit. Non pas le non-dit, mais des choses, le non-entendu. Il y a quelque chose qui passe d'une nuit à l'autre, des messages qui s'échangent, mais qui est un langage non pas de la chokhma, mais du da'at. Or, le terme de yechave, Rashi fait remarquer que yechave, c'est la traduction araméenne de Higadti, Haggadah. Et donc, je verrai là une origine tout à fait légitime du nom de la soirée de Haggadah dans ce écoutons pour une fois la nuit. Qu'est-ce que la nuit? Qu'est-ce que le trésor porté par les femmes? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quand on est en train de dire que la soirée est une soirée exclusivement féminine, c'est pas parce que c'est une reconnaissance que nous faisons à l'extrême mérite de la femme, c'est pas ça. C'est qu'il s'agit d'entendre au moment où on parle du récit, de ne pas laisser ce récit nous envahir, nous accaparer et se prétendre le sens des choses. Le sens des choses, l'onigalou et la balaïla. Yotsia, c'est le jour. Ils sont sortis en plein jour. Les choses étaient claires, les choses étaient marquées. C'était des événements beyadrama, Yatsu beyadrama, la tête haute. Ils sont sortis, c'est un miracle extraordinaire. Mais l'enjeu essentiel, Kule alme modou, chez l'onigalou et la balaïla. Bisrout nashim tzatkaniot shebudor nigalou mimitzraim. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés, c'est quoi? C'est quelque part s'affranchir de l'immédiateté, de la prétention du sens que l'immédiat veut nous forcer à adopter, pour entendre un langage qui est Higati Ayom
je raconte aujourd'hui, j'ai une vision tout à fait différente, dans laquelle l'histoire n'est pas, les événements s'inscrivent certes dans l'histoire, mais la trame de l'histoire, c'est tout à fait autre chose. Les événements nous cachent la trame de l'histoire. Et le terme de Haggadah qu'on porte sur cette soirée, me semble-t-il, c'est la marque de dire que c'est un récit raconté au féminin, c'est-à-dire avec le recul, avec le da'at, laïla, le laïla yochave, chava, da'at, il exprime une profondeur que l'évidence du jour ne dit pas, c'est une profondeur qui est dit, c'est un recul sur l'histoire, sur les événements qui est raconté Vigaditi Ayom dans la parashat Bikurim, et c'est même Veigatta Levincha, ce troisième terme qui a donné peut-être l'origine de la soirée Haggadah, Veshe'eino Yodea Lish'ol At Petachlo, et celui qui ne sait pas interroger, dans beaucoup d'éditions on dit At Petachlo, At féminin, et la mère. Et celui qui ne sait pas interroger, celui qui est perdu devant ce qui se déroule devant lui, qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a des enjeux, ça ne peut être que le récit de la mère qui a une autre vision des choses, qui n'est pas dans le présent, mais qui est dans la transmission, qui est porteuse du sens, dont elle ne serait peut-être même pas elle-même toujours consciente, mais ce langage qu'il se passe, le langage de la vie, le flux de la vie, c'est ça que la mère, elle va donner à celui qui ne sait plus poser de questions. Il est passé le contraire du chacham, il n'a plus d'éléments, il n'a aucune maîtrise sur les choses. Je voudrais encore souligner une chose. Une question classique concernant le Seder, c'est de s'étonner qu'il n'ait nulle part fait trace de Moshe Rabbeinu. Or, sans Moshe Rabbeinu, je ne sais pas, je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné l'histoire sans le Mashiach de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que l'histoire aurait fait, lui qui avait le mérite de parler aux paro, de parler au peuple. La manne, c'est grâce à lui, les miracles, c'est lui, les plaies, c'est lui. C'est une présence ultra prégnante dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Et au moment du récit de la Haggadah, il n'est nulle part fait mention simplement du rôle tellement exceptionnel de Moshe Rabbeinu. Il me semble qu'on peut répondre de la façon suivante. Le Midrash dit que lorsque Moshe Rabbeinu a sauvé les filles de Yitro, alors Yitro s'est étonné que ces filles arrivaient tellement plus tôt que d'habitude à la maison, et ils ont raconté que Ish Mitzri Tzilanu Miadam, que les bergers s'étaient attaqués à elle, et qu'un homme égyptien les avait sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme égyptien? On parlait de Moshe Rabbeinu. Ce Moshe Rabbeinu, il est décrit comme un homme égyptien. Quoi? Parce que, dit-on, il avait les habits égyptiens. La vérité, c'est que Moshe est parti d'Égypte, il s'est enfui quand il a tué l'Égyptien, il avait 12 ans, et il s'est passé des dizaines d'années avant qu'il aboutisse au Midian. Je pense que ses habits étaient plus qu'usés quand il est arrivé chez Yitro. Mais l'aspect extérieur de Moshe, c'était son habit était égyptien. C'est-à-dire que lorsque les filles de Yitro voulaient remercier Moshe de les avoir sauvés, il dit, mais c'est l'Égyptien qui vous a sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire l'Égyptien? Eh bien, c'est parce que j'ai tué l'Égyptien que j'ai dû m'enfuir et que je suis arrivé ici pour vous sauver. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui est en train de plonger
son pied et sa jambe dans l'eau pour calmer la morsure du serpent, et il voit un enfant en train de se noyer, il sauve l'enfant. Ah, cet homme a sauvé l'enfant. Non, c'est le serpent qui a sauvé l'enfant. C'est ça ce qu'on appelle Ish Mitzri, c'est-à-dire que Moshe est habillé en égyptien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'inscrit dans la causalité. Il s'inscrit dans une histoire, je dirais, masculine, typiquement masculine, c'est-à-dire la maîtrise des choses, comprendre les choses et les dominer. D'où ça vient? Quelle est la cause? D'où ça vient? Comment ça va? L'âme Areota, la Hamazé. Depuis que tu m'as envoyé, au lieu de les sauver, il n'y a que du mal qui leur arrive. J'aimerais comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose. Moshe est un homme qui a besoin de la maîtrise. C'est l'homme le plus masculin qui soit, c'est-à-dire que l'homme qui a un discours de l'explication, il a besoin de l'explication, il a besoin de voir où commencent les choses et quel est leur effet. Et c'est pour cela, à mon avis, que Moshe ne figure pas dans le texte de la Haggadah, parce que le texte de la Haggadah, c'est le point de vue de la nuit, c'est le point de vue féminin, c'est le point de vue de la mère qui nous intéresse, parce qu'on est en train justement de refuser la dictature de l'histoire. Et bien que ce sont les hommes, et notamment Moshe Rabbeinu, qui construisent les choses, mais le récit de cette soirée-là est basé sur l'histoire de Lavan. Maintenant, quant à ce que l'histoire de Lavan est chaque fois corroborée ou illustrée par les événements racontés dans Parshat Shmot, je dirais que là, il s'agit de Sipur Yetziat Mitzrayim. Le récit de la sortie d'Égypte, ça c'est vrai que celui-là, c'est le Sipur, c'est comme ça que chaque jour, le verset hyper classique me manque, que Kol Yomechayecha, le man te s'appelle, Kol Yomechayecha, tu dois raconter tous les jours de ta vie ce récit-là qui est raconté, ce récit-là où les hommes sont essentiels, et Kol Rabot et Aleilot, même la nuit, ça c'est le retour de l'histoire. Et ce qu'on veut, c'est de souligner, de mettre en phase l'histoire telle qu'elle est racontée dans son sens véritable, dans le da'at de l'histoire tel qu'il apparaît dans Parashat Bikurim, et de mettre ça en phase avec l'histoire telle qu'elle s'est racontée. L'histoire telle qu'elle est vécue, on marque la différence, l'illustration, et peut-être justement pour nous rendre sensibles qu'il y a un récit qui peut être fait par les événements, et essayer de mettre ça en regard avec une histoire beaucoup plus profonde, où on est complètement dépassé, où l'histoire se joue de nous, et c'est ça l'histoire de la Haggadah.